Ce n'est qu'un domestique, a déclaré mon gendre avec mépris aux invités du mariage, me désignant du doigt dans mon modeste costume comme si j'étais un moins que rien. Les invités ont hoché la tête, mais soudain quelqu'un s'est exclamé, « Je l'ai vu dans Forbes ». Tout le monde est resté bouche bée de surprise, et mon gendre a laissé tomber son verre de vin. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. Nancy a fait irruption dans mon bureau sans frapper, le visage rayonnant d'euphorie. J'étais plongé dans une conversation animée avec des investisseurs tokyoïtes au sujet de notre acquisition à 500 millions de dollars, mais la vue de l'excitation haletante de ma fille m'a immédiatement fait mettre fin à la conversation. Messieurs, on continue demain. J'ai déconnecté le système de conférence. Papa, je suis fiancé, a presque crié Nancy en tendant sa main gauche vers moi. Le diamant a capté la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les baies vitrées, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur mon bureau en acajou. Mon stylo Montblanc s'est figé en plein clic. Fiancé. Le mot a semblé étranger sur ma langue. Quand est-ce arrivé? Rick m'a demandé en mariage à Bryant Park pendant le déjeuner. C'était parfait, papa. Il avait préparé tout un discours sur notre avenir ensemble. Elle s'est effondrée sur la chaise du client en face de mon bureau, son jean de créateur et son chemisier en soie contrastant fortement avec l'atmosphère de l'entreprise. J'ai étudié son visage attentivement. Nancy avait mentionné Rick sporadiquement au cours des 6 derniers mois, mais je ne savais presque rien de lui à part son prénom et sa profession. Parle-moi encore de lui. Rick Morrison. Il travaille dans la banque d'investissement chez Steinberg & Associates. Le rire nerveux de New York m'a fait me pencher en avant. C'est un père formidable, ambitieux, charmant, tout ce que j'ai toujours voulu. Et sa famille? Quelque chose a brillé sur son expression. Ce sont des gens adorables. En fait, c'est pour ça que je suis là. Elle a enroulé la bague de fiançailles autour de son doigt. Ils nous ont invités à dîner ce soir à 18h. Rick veut te rencontrer comme il se doit. Je me suis approché de la fenêtre, regardant Manhattan bourdonner 47 étages plus bas. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, ma puce? Nancy a évité mon regard. Tu pourrais peut-être ne pas mentionner l'entreprise ni les articles de Forbes? Les parents de Rick sont très terre à accent grave terre, et je ne veux pas qu'ils se sentent intimidés. Voilà. La demande que j'attendais depuis que Nancy a eu 18 ans et a commencé à fréquenter des gens. Cacher ma fortune, faire semblant d'être ordinaire. Qu'ils nous jugent sur de faux prétextes. Tu veux que je mente sur qui je suis? Pas vraiment mentir, juste minimiser les choses. Conduire la Toyota au lieu de la Bentley. Porteur une tenue décontractée. Sa voix avait un ton suppliant que je n'avais pas entendu depuis qu'elle avait 12 ans et qu'elle voulait un chiot. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas où je rangeais les chèques signés pour les urgences. Nancy, si cet homme t'aime vraiment, ne devrait-il pas accepter tous les aspects de ta vie? Il m'aime, certes, mais la première impression compte, et la famille de Rick valorise le travail et l'honnêteté. Il pourrait me prendre pour une fille riche et gâtée s'il le savait. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle voulait qu'il voie son honnêteté tout en construisant les présentations sur la tromperie. J'ai fait un chèque de 50 000 $ et je le lui ai remis. À quoi ça sert? Pour les frais de mariage. Considérez ça comme un cadeau de fiançailles. J'ai étudié sa réaction avec attention. Où allons-nous dîner exactement? Le visage de New York s'illumina lorsqu'elle pliait l'addition. 123 Kent Avenue à Brooklyn. C'est la maison familiale de Rick. Ses parents, Tom et Mary Morrison. 18h précises. Elle se leva et m'embrassa sur le front. Merci de ta compréhension, papa. Cela signifie tout pour moi. Après son départ, je fixai l'adresse écrite sur mon bloc-notes. Mon esprit commença à tourner, me remémorant la sagesse d'Elisabeth sur le caractère qui se révèle quand on pense que personne d'important ne regarde. Peut-être était-il temps de passer à un autre type de test. Je desserrai ma cravate et déboutonnai ma veste, le poids de la demande de New York s'abattant sur moi comme un fardeau familier. L'appareil de Tokyo Call clignotait encore sur mon bureau, rappel de l'empire que j'avais bâti à partir de rien. En me tournant vers les baies vitrées, j'aperçus mon reflet dans la skyline de Manhattan, le même visage qui avait orné les couvertures de Forbes, mais sous-jacent se cachaient les souvenirs d'une jeune femme de 28 ans avec 500 $ et un algorithme d'IA révolutionnaire. La photo d'Elisabeth me souriait dans son cadre Tiffany argenté. « Que ferais-tu, mon amour » murmurai-je au bureau vide. Je me souvenais de ces premiers jours, dormant sur un futon dans mon premier bureau, me nourrissant de nouilles ramen, écrivant du code 18 heures d'affilée, tandis qu'Elisabeth m'apportait du café et des encouragements. Elle croyait en la neuroque quand les investisseurs en capital risque se moquaient de mes présentations. Le caractère se révèle quand on pense que personne d'important ne regarde. Elle disait, l'argent ne change pas qui on est, George. Il le révèle, tout simplement. Le trajet jusqu'à mon appartement terrasse me laissa le temps de réfléchir. L'élégance familière de Park Avenue ne parvenait pas à apaiser la tempête qui couvait en moi. Nancy méritait le bonheur,
mais elle méritait aussi d'être protégée de ceux qui pourraient la considérer comme un trésor plutôt que comme une personne. Dans mon sanctuaire de 280 mètres carrés surplombant Central Park, je me suis retrouvé à graviter vers le coffret à bijoux d'Elizabeth sur la commode de la chambre. Sa bague de fiançailles reposait toujours dans son étui en velours, un modeste solitaire que j'avais économisé pendant 3 mois. Elle l'avait adoré plus que n'importe quel diamant que je pourrais lui acheter plus tard. Le coffre-fort mural derrière le Monaï contenait mes documents les plus précieux, nos photos de mariage, le premier dessin de New York, la dernière lettre d'Elizabeth. Mais aujourd'hui, j'avais besoin d'autre chose. Dans mon dressing, derrière des rangées de costumes faits main, était accroché un vêtement dont j'avais oublié l'existence. Un costume Target bon marché, acheté des années auparavant pour un événement caritatif où les cadres s'habillaient simplement pour comprendre la pauvreté. Je l'avais porté une fois, détestant chaque fil de polyester, mais je l'avais gardé quand même. Maintenant, il pourrait servir à quelque chose de plus important. J'ai sorti mon téléphone et parcouru le profil LinkedIn de Rick Morrison. Banque d'investissement dans une entreprise de taille moyenne, réalisation modeste, discours ambitieux sur l'exploitation des synergies. Rien de spectaculaire, rien qui ne crie aux chercheurs d'or, mais rien d'impressionnant non plus. L'article de Forbes sur moi était facile à trouver. Le visionnaire technologique George Hartwell, de la start-up à l'empire de 2,3 milliards. La photo me montrait dans ma pose habituelle, pleine d'assurance. La légende mentionnait mon travail philanthropique et mon statut de veuf élevant seul Nancy. Si Rick avait fait ses recherches, il savait exactement qui était le père de New York, mais sa famille aussi. Je me dirigeais vers le garage où m'attendait ma collection. La Bentley, la Tesla, la Porsche, et, rangée dans un coin comme une cousine gênée, ma Toyota Camry 2010. 140 000 mètres carrés de médiocrité délibérément entretenue. La voix d'Elizabeth résonna dans ma mémoire. La meilleure façon de connaître le cœur de quelqu'un est de voir comment il traite ceux qu'il croit incapables de l'aider. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur le sol du garage. Mon téléphone sonna. 16h30. Rappel, il est temps de devenir quelqu'un d'autre. J'ai touché le tissu en polyester du costume Target et pris ma décision. Le costume Target me semblait étrange sur la peau après des années de couture italienne. Le polyester collait là où la soie aurait flotté, et le tissu légèrement froissé évoquait le rangement plutôt que l'entretien. Je l'avais retrouvé enfoui sous une tenue de soirée, portant encore ses étiquettes d'origine, malgré l'oubli d'une de mes tenues lors de ce gala de charité. Debout devant le miroir de ma chambre, je me suis méthodiquement transformé. La Paddock FIP a été retirée en premier, remplacée par une Casio à 25 $ avec un bracelet en plastique qui indiquait le mauvais fuseau horaire. Ma mallette Hermès a cédé la place à un sac messager en toile tachée de café, emprunté à l'entretien de l'immeuble. L'iPhone 15 Pro a été rangé dans mon coffre-fort, remplacé par un vieux Samsung Galaxy A5 qui tenait à peine la charge. Je me suis exercé à courber légèrement les épaules, à raccourcir le pas, à baisser la voix pour épouser l'accent ouvrier que j'avais entendu chez les entrepreneurs et les livreurs. George Hartwell, plombier à la retraite, murmurai-je à mon reflet. Une pension modeste, fière de la réussite de ma fille. La boîte à bijoux d'Elizabeth m'observait en silence tandis que je retirais mes cartes de crédit platine de mon portefeuille, ne gardant qu'une carte de débit basique et 47 $ en liquide. La transformation était à la fois théâtrale et profondément personnelle, me débarrassant de couches de richesse pour révéler quelque chose de plus proche de mes origines. Mon dressing, plus grand que la plupart des appartements de Manhattan, me parut soudain absurde. Des rangées de chaussures faites main, de costumes de créateurs, de montres valant plus cher que des maisons, tout cela n'avait aucun sens s'il ne pouvait pas protéger Nancy d'une terrible erreur. L'ascenseur descendit jusqu'au garage où Marcus, notre concierge de 60 ans, vérifiait les livraisons du soir. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant, professionnel de formation, luttant contre une confusion évidente. « Bonsoir, monsieur Hartwell. » Sa voix exprimait 20 ans de discrétion. « Aurez-vous besoin de la Bentley ce soir? De la Toyota? » En fait, je sortis les clés de la Camry, observant le visage parfaitement neutre de Marcus malgré cette demande étrange. « Bien sûr, monsieur. Voulez-vous que je la réchauffe? » Ce n'est pas nécessaire, Marcus. Si quelqu'un vous le demande, vous ne m'avez rien vu laisser d'inhabituel ce soir? Marcus hocha la tête solennellement. Je vois rarement des choses inhabituelles, monsieur Hartwell. Passez une bonne soirée. L'intérieur de la Camry sentait le désodorisant à la vanille et le cuir usé. Comparé à mes autres véhicules, j'avais l'impression d'entrer dans une toute autre vie. La radio AM/FM crépitait, diffusant du rock classique au lieu des chaînes satellites auxquelles j'étais habitué. J'ai ajusté le rétroviseur et j'ai de nouveau aperçu mon reflet. Ma coupe de cheveux coûteuse était toujours visible, mais tout le reste criait à l'américain moyen de la classe moyenne, le genre d'homme que la famille de Rick Morrison accueillerait chaleureusement ou rejetterait complètement. Le GPS parlait de sa voix mécanique.
Direction le 123 Kent Avenue, Brooklyn. Temps de trajet estimé à 15 minutes. 15 minutes pour traverser non seulement des terriers, mais des univers sociaux entiers. J'ai agrippé le volant usé de la Camry et suis sorti du garage, laissant ma vraie vie derrière moi dans l'ombre de Park Avenue. Le Holland Tunnel s'étendait devant moi, me menant vers ce qui pourrait être la performance la plus importante de ma vie. Non pas pour la réussite professionnelle ou le gain personnel, mais pour la seule chose qui comptait vraiment, le bonheur futur de New York. Ma fille avait suffisamment confiance en Rick Morrison pour l'épouser. Ce soir, j'allais découvrir si cette confiance était justifiée. La radio continuait tandis que les gratte-ciel de Manhattan disparaissaient dans mon rétroviseur, et Georges le milliardaire devenait Georges le plombier, se dirigeant vers une vérité qui risquait de tout bouleverser. Le moteur de la Toyota ronronnait doucement tandis que je me faufilais dans une place de parking entre une Tesla Model S et une BMW X5. Le 123 Kent Avenue ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé, une maison de ville rénovée de Williamsburg, s'efforçant de projeter une image de réussite. La peinture fraîche du perron trahissait un bricolage récent, légèrement irrégulier, mais déterminé. J'ai vérifié le papier froissé une dernière fois, à 18 heures précises. Ma Casio bon marché affichait exactement la même chose. La sonnette retentit d'un carillon coûteux, même si je remarquai qu'elle était légèrement de travers. Des pas se rapprochaient de l'intérieur et la porte s'ouvrit brusquement pour révéler un homme qui ne pouvait être que Rick Morrison. Vous devez être le père de New York. Son sourire était d'un professionnalisme éprouvé. Rick Morrison. Enchanté de vous rencontrer. Sa poignée de main fut ferme mais brève. Je le surpris ensuite en train de s'essuyer discrètement la paume sur son pantalon. La chemise à $200 qu'il portait n'était pas de marque, mais elle s'efforçait d'y ressembler. Tout en lui criait à une présentation soignée. George Hartwell. Merci de m'avoir invité. Je pris mon ton humble, ajoutant juste une touche de l'accent ouvrier que j'avais appris à connaître. Entrez. Entrez. New York nous a dit des choses merveilleuses sur vous. L'intérieur m'a immédiatement frappé. Des meubles neufs avec cette légère odeur chimique de financement récent. Des éléments de décoration visiblement choisis dans les catalogues des grands magasins et une immense télévision dominant le salon comme un sanctuaire dédié aux priorités matérielles. Maman, papa, ici Georges. La voix de Rick porta vers la cuisine. Mary Morrison apparut, s'essuyant les mains sur un tablier avec une précision théâtrale. Son regard scruta mon costume Target, mes chaussures éraflées et mon sac en toile en environ 3 secondes. Le sourire qui suivit n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Quel plaisir de vous rencontrer, Georges. J'espère que vous avez bien trouvé l'endroit. Le GPS m'a bien guidé, madame. Vous avez un beau quartier. Eh bien, il est en plein essor. Son ton suggérait qu'elle se considérait comme ayant contribué à cette amélioration. Tom Morrison sortit du salon, le volume de la télévision baissé mais toujours audible. Il fit un signe de tête dans ma direction avant de se concentrer entièrement sur Nancy, qui venait d'apparaître de la cuisine. Nancy, ma chérie, tu es radieuse. Les fiançailles te vont à ravir. J'ai observé la dynamique familiale se dérouler comme dans une performance soigneusement chorégraphiée. Les vêtements décontractés et coûteux de Tom, manifestement sa plus belle tenue. Les bijoux fantaisie de Marie, conçus pour ressembler à des pièces héritées. L'eau de Cologne de Rick, un peu trop forte, marquait le territoire. Veuillez vous asseoir, a fait Marie en désignant ce qui était visiblement la chaise la moins confortable, celle dont le pied légèrement bancal bloquait les invités. Le salon mettait parfaitement en valeur leurs priorités. Des livres exposés, mais jamais lus. La poussière sur les tranches prouvait leur fonction décorative. Des articles de marque génériques partiellement dissimulés derrière des façades de marque soigneusement placées. Tout était conçu pour impressionner. Rien ne reflétait un goût authentique ou une histoire. Alors, George Rick s'installa dans son fauteuil préféré, affirmant sa domination. Nancy mentionna que vous étiez retraité. Quel était votre secteur d'activité ? Principalement de la plomberie. J'ai aussi fait quelques travaux de sous-traitance. Je me suis déplacé, mal à l'aise, dans le fauteuil bancal, fidèle à mon personnage. Un travail honnête, vous savez. L'expression de Rick changea presque imperceptiblement. L'expression d'un homme confirmant ses hypothèses sur la hiérarchie sociale. Ah, les métiers spécialisés. Très pragmatique. La condescendance dans ce mot, pratique, était parfaitement dosée. Pas vraiment une insulte, mais bel et bien une catégorisation. Nancy nous dit que vous travaillez dans la banque d'investissement, ai-je proposé, en prononçant délibérément le mot « investissement » légèrement de travers. C'est exact. Steinberg et associés. Nous gérons l'optimisation de portefeuille pour les particuliers fortunés. Son explication avait l'air de quelqu'un qui s'adresse à un enfant. Complexe. Instruments financiers, facilitation de fusion, ce genre de choses. J'ai hoché la tête avec sincérité, comme s'il venait de m'expliquer la physique quantique. Ça a l'air vraiment important.
Nancy s'est agitée sur le canapé, mal à l'aise, son rire nerveux illuminant le silence gêné. Papa a toujours été doué avec les chiffres, pas vrai, papa? Eh bien, je pourrais gérer mon compte en banque toute seule, ai-je gloussé avec autodérision. La famille a échangé un de ces regards significatifs que l'on trouve subtils. Les lèvres de Marie se sont pincées, peut-être par sympathie, peut-être par satisfaction. Le dîner devrait être prêt sous peu, a annoncé Marie en se levant avec la grâce d'une hôtesse expérimentée. J'espère que vous aimez le rôti braisé, Georges. C'est une recette de famille. Ça a l'air délicieux, madame. J'apprécie votre hospitalité. En nous dirigeant vers la salle à manger, j'ai aperçu l'expression satisfaite de Rick se refléter dans la fenêtre obscure. Il pensait avoir réussi à établir la hiérarchie. Il n'avait aucune idée de son bon sens, mais pas comme il l'imaginait. Georges, vous allez vous asseoir ici. Marie m'indiqua la chaise qui vacilla immédiatement sous mon poids. La salle à manger reprenait le thème de la maison de ville, l'aspect luxueux et abordable. De la porcelaine dépareillée tentait de passer pour un service. De l'argenterie polie, mais visiblement d'époques différentes. Des verres à vin servaient à l'eau, dans une tentative de sophistication. La pièce maîtresse semblait élaborée jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle venait d'un magasin d'artisanat, et l'éclairage tamisé était censé créer une ambiance, mais masquait surtout le côté artificiel de tout ce qui nous entourait. C'est incroyable, Madame Morrison. Je gardais une voix humble, comme il se doit. Vous n'auriez pas dû vous donner autant de mal. Oh, ce n'est rien d'extraordinaire, rétorqua Marie, bien que son expression satisfaite suggérait le contraire. Juste un simple repas de famille. Rick déboucha une bouteille de vin avec une précision cérémonielle. C'est un Cabernet 2019 du comté de Soma. Un excellent millésime, très apprécié dans le monde du vin. Son explication s'adressait clairement à moi, supposant que j'aurais besoin d'une formation de base en vin. Ça a l'air cher, ai-je proposé en le regardant servir. Enfin, quand on sait quoi chercher. Le sourire de Rick était d'une perfection condescendante. Tom leva son verre. À l'avenir de Rick et Nancy ensemble, et aux familles qui se réunissent, malgré leurs origines différentes. Le toast resta suspendu comme un défi. Le visage de New York rougit, mais elle leva son verre avec nous tous. Alors, Georges, Rick commença à couper son rôti avec une précision chirurgicale. La retraite doit être agréable. Fini de ramper sous les éviers, n'est-ce pas? J'ai eu ma part d'espace restreint, c'est sûr. J'ai volontairement utilisé la mauvaise fourchette pour ma salade. Mais un travail honnête est un travail honnête. Absolument. Rick approuvait le ton de quelqu'un qui fait plaisir à un enfant. Le travail physique a sa dignité. Bien sûr, dans mon domaine, nous nous concentrons davantage sur la valorisation du capital intellectuel. Rien que la semaine dernière, j'ai facilité une fusion d'une valeur de 50 000 $ pour notre entreprise. J'ai hoché la tête respectueusement, même si intérieurement je me suis rendu compte que 50 000, c'était de la petite monnaie pour un déjeuner d'affaires normal dans mon monde. C'est vraiment impressionnant. Rick a tellement de relations formidables. Marie a ajouté, il dîne régulièrement chez Lernarda avec des clients. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils ont été nommés pour avoir ouvert un restaurant où je pouvais réserver une table pour l'année sans consulter mon solde. Nancy nous dit que vous êtes une jeune femme accomplie. Tom s'est adressé à ma fille en m'ignorant de fait. Le graphisme, un domaine très créatif. Merci, Monsieur Morrison. J'adore ce que je fais. Bien sûr, une fois marié, les priorités changent, a ajouté Marie avec une emphase significative. Rick subviendra bien à ses besoins. Vous n'aurez peut-être pas besoin de travailler du tout. La fourchette de New York s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. J'aime ma carrière. Enfin, naturellement, ma chère, mais il existe différentes formes d'épanouissement. Le ton de Marie était maternel, mais ferme. Rick comprend ce qu'il faut pour maintenir un style de vie décent. Rick a hoché la tête avec sagesse. La planification financière est cruciale. La richesse générationnelle ne se construit pas toute seule. Il m'a jeté un coup d'œil. J'imagine que ta famille n'a pas beaucoup d'expérience en la matière, Georges. On ne peut pas dire que ce soit le cas, ai-je convenu avec douceur, réprimant l'envie de mentionner que mon portefeuille pourrait y acheter tout son quartier. C'est pour ça que New York a tant de chance, a poursuivi Rick. Elle n'aura plus jamais à se soucier des limites. Le mot « limite » a frappé Nancy comme un coup de poing. Son visage a traversé une série d'expressions, confusion, douleur, puis une expression proche de la reconnaissance. Encore du rôti, Georges, a proposé Marie, visiblement mal à l'aise face à la tension qu'elle avait contribué à créer. C'est délicieux, madame. Vous êtes une cuisinière formidable. Ma sincère reconnaissance a semblé la surprendre. Eh bien, j'essaie de faire les choses en beauté. Elle a balayé la salle à manger du regard avec une fierté visible. Nous pensons que la présentation est importante. Rick m'a montré des photos des endroits où il emmène ses clients, a ajouté Tom.
Des établissements très haut de gamme, le genre d'endroit où l'on connaît la qualité, a regretté Rick sous les louanges de son père. L'image est primordiale dans mon métier. Les clients ont besoin de voir le succès pour avoir confiance en vos capacités. C'est logique, ai-je hoché la tête. La confiance est importante. Exactement. Même si, je suppose que dans ton métier, George, la clientèle n'était pas aussi exigeante. Les jointures de New York étaient devenues blanches autour de sa fourchette. Rick, je dis juste que des mondes différents exigent des compétences différentes. Son sourire était tout en dents de scie. New York progresse dans le monde maintenant. L'expression « progresser » semblait résonner dans le silence soudain. Même Tom semblait gêné par la franchise de son fils. « Un café dans le salon ?» proposa vivement Marie en se levant pour débarrasser les assiettes. « Ça a l'air parfait », acquiesça Rick en se levant et en redressant sa chemise. « Papa, tu ne voulais pas montrer tes photos de Cadillac à George ?»« Oh, oui », Tom s'illumina aussitôt. « Attends de voir cette beauté, George. 15 ans, mais en parfait état. Une vraie voiture de luxe. » Alors que nous nous dirigeons vers le salon, j'ai surpris l'expression de New York, un mélange d'embarras et de prise de conscience naissante, douloureux à voir. La soirée touchait à sa fin naturelle, mais le véritable test ne faisait que commencer. L'album photo de Tom était ouvert sur la table basse comme un texte sacré. « C'est ma fierté et ma joie », annonça-t-il en désignant les photos d'une Cadillac vieille de 15 ans. Siège en cuir, système audio haut de gamme, tous les équipements de luxe. Il détaillait chaque photo avec l'enthousiasme de quelqu'un qui exhibe une pièce rare, ignorant complètement que ces prestations luxueuses étaient désormais la norme sur les voitures économiques. « Très beau véhicule », ai-je proposé avec diplomatie. « Elle m'a coûté 35 000 $ neuve », poursuivit fièrement Tom. Bien sûr, c'était de l'argent à l'époque. Rick s'installa dans son fauteuil avec une satisfaction évidente. « George, je veux que tu saches que je prends mes responsabilités au sérieux. Nancy ne manquera jamais de rien. » Son ton était d'une autorité royale. Je comprends que son origine puisse rendre cette transition difficile, mais je suis déterminé à améliorer son mode de vie en conséquence. La brusque inspiration de New York était audible de l'autre côté de la pièce. Je veillerai à ce qu'elle ait accès aux bons cercles sociaux, aux bonnes expériences culturelles, continua Rick, inconscient de la détresse croissante de sa fiancée. On ne pouvait pas attendre de quelqu'un de son milieu qu'il navigue seul dans ses eaux. C'est à ce moment-là que le visage de New York changea véritablement. L'optimisme amoureux que j'avais perçu toute la soirée finit par craquer, révélant quelque chose de cru en dessous. « Nous devrions y aller », dit-elle doucement en se levant brusquement. « Oh, partir si tôt ?» La déception de Marie semblait sincère. J'espérais que nous aurions plus de temps pour faire connaissance. Je me levai lentement, la chaise bancale grinçant bruyamment. « Merci pour le dîner, Madame Morrison. » Tout était délicieux. Les adieux de la famille semblaient répétés. Une politesse rituelle masquait leur soulagement évident. Rick ne nous raccompagna même pas jusqu'à la porte, le plus grand manque de respect que j'ai jamais connu dans un cercle social. Nancy sortit son pull léger du placard sans un mot. Ma veste bon marché pendait seule sur le porte-manteau coûteux, tel un drapeau abandonné. Dehors, l'air frais du soir portait les bruits de la vie quotidienne à Brooklyn, des couples promenant leurs chiens, des terrasses de restaurants remplies de rires, le bourdonnement lointain de la circulation des rues voisines. Notre Toyota paraissait encore plus minable parmi les véhicules soigneusement sélectionnés du quartier. « Nancy », commençai-je doucement. « Ne commence pas. » Sa voix était tendue, l'émotion contenue. « Ne commence surtout pas. Tu as entendu comment il a parlé de toi? De nous ?» Elle se retourna brusquement, les larmes aux yeux. « Ils m'aiment, papa. Ils sont juste protecteurs envers leur famille. » Protecteurs? Je gardai une voix calme malgré la rage qui montait en moi. « Ma chérie, cet homme vient de passer 2 heures à t'expliquer à quel point ton père est incompétent et à quel point tu as de la chance d'échapper à ton passé. Tu ne comprends pas. » Les mots jaillirent d'elle. C'est exactement ce que je craignais. Que tu les juges. Qu'ils nous jugent. Personne ne donne sa vraie chance à personne. Je leur ai donné une chance. Je suis restée assise là pendant 2 heures pendant qu'ils insultaient tout ce qui nous concernait. Qui sommes-nous? Le rire de New York était amer. Papa, tu es arrivé ici dans une vieille voiture de 20 ans, vêtue d'un costume Target. Ce n'est pas ce que nous sommes. L'ironie du sort l'a frappé comme un coup de poing. Non, ce n'est pas ce que nous sommes. Mais Rick ne le sait pas. Et regarde comment il m'a traité quand même. Il était nerveux. Rencontrer ses parents, c'est stressant. Nancy, écoute-toi. Tu trouves des excuses à quelqu'un qui vient de dire à toute une tablée que tu progresses dans la vie en l'épousant. Peut-être que oui. Sa voix se brisa. C'est peut-être ma chance de construire quelque chose de mieux. Mieux que quoi? Mieux que moi? La question flottait entre nous comme une épée de Damoclès. Le visage de New York se décomposa, mais sa voix resta provocante. C'est mieux que de cacher qui je suis parce que tu penses que l'argent corrompt tout le monde.
C'est mieux que de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que tu ne peux pas me faire confiance pour prendre mes propres décisions. Ce n'est pas une question de confiance, ma chérie. C'est une question de caractère. Son caractère. Non, papa. C'est une question de contrôle. Mes larmes coulaient à flot. Tu ne supportes pas que j'aie choisi quelqu'un que tu n'as pas choisi. Tu ne supportes pas que j'aime quelqu'un qui ne se prosterne pas devant l'autel de ton approbation. Nancy, j'ai 28 ans. Je ne suis plus ta petite fille, et Rick n'est pas une croqueuse de diamants qu'il faut tester et approuver. Si tu l'épouses, tu passeras le reste de ta vie à t'excuser d'être qui tu étais. Et si je ne le fais pas, je passerai le reste de ma vie à me demander si j'ai renoncé à mon bonheur pour que tu te sentes mieux dans ta solitude. Ces mots firent l'effet d'une agression physique. La main de New York se porta à sa bouche, mais il était trop tard. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas dire ça. Mais elle l'avait pensé, et nous le savions tous les deux. Si tu ne peux pas soutenir ma décision, alors peut-être ne devrais-tu pas venir au mariage. » Elle courut vers la maison, ses pas résonnant sur les marches en béton. La porte d'entrée se referma définitivement, me laissant seul sous le lampadaire, à côté de ma voiture camouflée. Dans la Toyota, je restais assise en silence, digérant ce qui venait de se passer. Les sièges usés, la radio basique, les reçus de travail éparpillés sur le tableau de bord, autant d'accessoires d'une performance qui avait révélé plus de vérité que je ne l'avais espéré. Mon téléphone affichait 21h15. L'examen était terminé, mais les véritables conséquences ne faisaient que commencer. Le moteur de la Toyota tournait avec son ralenti irrégulier habituel, contrastant fortement avec le ronronnement de ma Bentley qui attendait dans le garage de Park Avenue. J'ai ajusté le rétroviseur et j'ai aperçu mon propre reflet, jouant toujours le rôle de Georges le plombier, toujours vêtu du costume qui avait révélé plus de vérité que je ne l'avais espéré. M'éloignant du trottoir, j'ai jeté un dernier coup d'œil par la fenêtre côté passager à la maison des Morrison. La lumière se déversait de leur fenêtre, probablement pour discuter des événements de la soirée, analysant le pauvre père qui avait osé pénétrer dans leur monde raffiné. Le trajet à travers les rues gentrifiées de Williamsburg m'a donné l'impression d'un voyage entre deux univers, passant devant les cafés artisanaux et les restaurants hors de prix que Rick trouvait probablement impressionnants, jusqu'au pont de Brooklyn où la skyline de Manhattan m'attendait, tel un rappel de qui j'étais vraiment. La circulation s'intensifiait vers l'entrée du pont. Arrêt et départ. Arrêt et départ. L'heure de pointe du soir me coinçait entre deux mondes, au sens propre comme au figuré. Autour de moi, berlines et SUV de luxe ramenaient leurs propriétaires à une vie confortable, tandis que, assis dans mon déguisement délibéré, je digérais ce qui venait de se passer avec Nancy. À mi-chemin du pont, je me suis garé au point de vue légal et j'ai laissé le moteur tourner au ralenti. L'East River s'étendait en contrebas, les lumières de Manhattan se reflétant telles des diamants épars sur l'eau sombre. Cette vue m'avait inspiré durant mes premières années difficiles, à l'époque où je conduisais Elisabeth ici dans ma vieille voiture pour rêver à l'avenir. J'ai tendu la main et baissé le pare-soleil, révélant la photo d'Elisabeth cachée derrière, un petit cadre argenté que j'avais placé dans toutes les voitures que j'avais possédées depuis sa mort. Son sourire me regardait, patient et entendu. Elle me déteste en ce moment, ai-je dit à la photo, ma voix à peine audible dans le trafic du pont. Notre fille me prend pour un monstre autoritaire qui ne supporte pas son bonheur. La voix d'Elisabeth, dans mon souvenir, semblait me murmurer, laisse-lui du temps, Georges. L'amour ne disparaît pas du jour au lendemain, même blessé. Mais et si elle avait tort? Et si j'avais trop insisté? Ça révélait le caractère de Rick d'une manière qui forçait Nancy à choisir son camp. Son regard lorsqu'elle était retournée en courant vers cette maison. Ce n'était pas que de la colère. C'était de la déception. La radio grésillait. Une vieille chanson filtrait à travers les parasites. Notre chanson de mariage. Elisabeth avait insisté pour écouter cette ballade romantique ringarde, et j'avais fait semblant de la détester tout en adorant secrètement son sourire. Maintenant, j'avais l'impression d'un message venu d'ailleurs, ou peut-être d'une cruelle coïncidence. Je tendis la main et montai le volume, me laissant submerger par le souvenir. Elisabeth dans sa simple robe de mariée, tournoyant dans la minuscule cuisine de notre appartement, insistant pour que nous répétions notre première danse même si nous n'avions pas les moyens de payer les cours. On a du caractère quand on pense que personne d'important ne regarde, avait-elle dit ce soir-là en riant lorsque je lui avais marché sur les pieds. Ce soir, Rick Morrison a parfaitement montré son caractère. Mais moi aussi. La chanson s'est terminée, remplacée par des bulletins de circulation et des publicités. J'ai enclenché la marche arrière et repris le rythme vers Manhattan, passant sous les lampadaires qui éclairaient d'autres couples rentrant de dîner, des gens normaux avec des problèmes normaux. À travers le Lower Manhattan, devant des restaurants où je pouvais acheter toutes les tables sans vérifier mon solde, devant des galeries où Elisabeth et moi avions l'habitude de flâner le dimanche après-midi, quand l'argent était serré mais que nos rêves étaient sans limite. L'ironie ne m'avait pas échappé.
J'avais passé la soirée sous le regard méprisant de gens qui n'avaient pas les moyens de payer mes frais de parking mensuels. Arrivé à Park Avenue, l'épuisement s'installait. Le poids émotionnel de maintenir la performance, de voir Nancy défendre quelqu'un qui avait passé 2 heures à insulter tout ce qui concernait son origine, de voir ma fille privilégier la loyauté envers Rick au respect de son père. Le garagiste qui a pris mes clés savait exactement qui j'étais, mais sa discrétion était légendaire. « Bonsoir, monsieur Hartwell », dit-il simplement, comme si les milliardaires rentraient chez eux dans des Toyota vieilles de 15 ans, vêtus de costumes Target. Le trajet en ascenseur jusqu'aux Pentouses me parut interminable. Dans les miroirs des murs, je revis Georges le plombier une dernière fois avant de retourner à ma vie réelle. Le costume avait rempli son office, mais les dégâts causés à ma relation avec Nancy semblaient irréversibles. Ma clé tourna dans la serrure et je retournai dans mon monde réel, toujours vêtu des habits d'un mensonge qui avait révélé une vérité insupportable. Le costume en polyester me suffoquait lorsque je l'enlevai enfin dans ma chambre du Penthouse. Chaque pièce du costume, la montre bon marché, le sac bandoulière, les chaussures éraflées, semblaient porter le poids des révélations de la soirée. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'obligations professionnelles et de tourments personnels. Les réunions du conseil d'administration se poursuivaient. Les acquisitions progressaient. L'empire neuroc ronronnait, mais je n'y étais pas du tout. Marc, mon assistant, le remarqua immédiatement. « Monsieur, les documents de fusion avec Henderson nécessitent votre aide. » « Critique, disait-il. Puis j'ai attendu patiemment pendant que je regardais Central Park par la fenêtre, voyant le visage furieux de New York au lieu des feuillages printaniers. À partir du 18 mai, je l'ai appelé tous les jours, 3 fois par jour, en fait, matin, midi et soir. Son téléphone est tombé directement sur la messagerie à chaque fois, signe révélateur d'un numéro bloqué. Mes messages sont devenus de plus en plus désespérés. « Nancy, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Ensuite, je sais que tu es en colère, mais je t'aime. Ça n'a pas changé. Enfin, je veux juste que tu sois heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » La tentative de livraison de fleurs du 20 mai a été tout aussi vaine. 3 douzaines de roses blanches, ses préférées depuis l'enfance, sont revenues à la boutique avec une mention « livraison refusée ». Le mot manuscrit que j'avais inclus sur mon papier à lettres personnelles est revenu non ouvert. Désespéré de trouver un lien avec la vie de ma fille, je me suis retrouvé à consulter son compte Instagram. Elle ne l'avait jamais rendu privé, n'imaginant probablement pas que son père aurait recours au harcèlement sur les réseaux sociaux. Les publications étaient un catalogue de préparatifs de mariage, d'essayage de robes, de dégustation dans les lieux, de photos de fêtes prénuptiales avec des amis que j'avais vus grandir. Rick figurait en bonne place sur chaque image, son bras autour de la taille de New York, son sourire satisfait et exclusif. Il n'y avait aucune mention de moi nulle part. C'était comme si j'avais été complètement effacé de son récit de mariage. Marc, je t'ai appelé un après-midi de fin mai. J'ai besoin que tu fasses des recherches discrètes pour moi. Bien sûr, monsieur. Hôtel Plaza, le 5 juin. Il y a une réception de mariage. J'ai besoin de connaître les détails. L'expression de Marc est restée professionnellement neutre, même si j'ai remarqué un léger haussement de sourcils. 20 ans de collaboration lui avaient appris à ne pas poser de questions. Le soir, il avait un rapport complet. Mariage de Morrison Hartwell, 200 invités, cérémonie l'après-midi dans l'Oak Room, réception le soir dans la Grand Ballroom. Coût total, environ 150 000 $. La contribution de Rick, 50 000 $ en espèces, plus 100 000 $ en obligations de crédit. Les détails financiers ont confirmé ce que je soupçonnais. Rick mettait à profit son avenir avec Nancy pour financer un mariage destiné à impressionner les gens avec de l'argent qu'il n'avait pas. Une dernière chose, Marc, passe-moi le numéro direct de Bill Patterson au Plaza. Nous y avons organisé cet événement caritatif l'année dernière. La soirée de charité pour l'hôpital pour enfants. C'est celle-là. Acheter une tenue de mariage était surréaliste. Chez Burdorf, j'ai choisi un costume Armani anthracite, une cravate en soie italienne et une nouvelle montre PC Philippe. Le genre d'accessoire qui m'identifierait immédiatement à quiconque comprenait la richesse. Plus de costumes, plus de dissimulation. Les publications Instagram de New York ont continué toute la semaine. Enterrement de vie de jeune fille dans un restaurant chic, essayage final de la robe, manucure avec ses demoiselles d'honneur. Chaque image était un nouveau coup de poignard montrant une fille qui avait trouvé le moyen d'être heureuse sans son père. Le 4 juin, la veille du mariage, j'étais assise dans mon bureau avec la photo d'Elisabeth et un verre de scotch de 30 ans d'âge. Elle ne veut pas de moi, ai-je dit à l'image. Elle l'a clairement fait savoir. Mais le sourire d'Elisabeth semblait dire ce qu'elle avait toujours dit. Parfois, l'amour, c'est d'être là quand on n'est pas le bienvenu. Le réveil m'a réveillé à 7 heures du matin le 5 juin, jour du mariage. Par les fenêtres de ma chambre, Central Park scintillait sous le soleil matinal,
le genre de temps parfait dont Nancy avait toujours rêvé pour son mariage. Je me suis douché, rasé et habillé avec la précision d'un général se préparant au combat. Le costume Armani m'allait comme une seconde peau. Le pec Philippe captait la lumière de la fenêtre. Les chaussures en cuir italien reflétaient le sol en marbre. Dans le miroir, je voyais George Hartwell tel que le monde le connaissait. Réussi, puissant, intransigeant. Le genre d'homme qui n'acceptait pas un non comme réponse, même de sa propre fille, surtout de sa propre fille. Mon téléphone affichait plusieurs notifications Instagram. Nancy avait posté une photo du matin de son mariage, radieuse dans sa robe de chambre, entourée de ses demoiselles d'honneur, coupe de champagne levée en signe de célébration. J'ai appelé Bill Patterson. George, félicitations pour le mariage de New York. Je suppose que tu auras besoin de notre service VIP aujourd'hui? En fait, Bill, j'ai besoin d'un autre genre de service. La limousine Mercedes Classe S noire s'est arrêtée à l'entrée de la 5e avenue avec une précision chuchotée. Mon chauffeur, en uniforme et ganté de blanc, a ouvert la portière avec une déférence d'usage. En avançant sur le trottoir, j'ai senti le poids de mon moi authentique. Costume Armani à 5 000 $, PC Philippe, étincelant à mon poignet, chaussures en cuir italien reflétant le marbre légendaire de la place. La transformation était totale. Fini le costume de plombier. Fini le polyester Target. C'était George Hartwell tel que le monde le connaissait. Le milliardaire magnate de la technologie. L'homme dont les photos ont brillé dans Forbes. D'autres invités au mariage arrivaient dans leur propre véhicule de luxe. BMW, Lexus, quelques Tesla, robes de créateurs et costumes coûteux. L'apparence soignée du succès. Mais aucun d'entre eux n'affichait l'assurance tranquille qui découle de la richesse réelle plutôt que de son imitation. À travers les portes vitrées de la place, je pouvais apercevoir le légendaire Palme Court, ses palmiers et ses lustres en cristal créant le décor d'un thé de l'après-midi qui coûtait plus cher par personne que ce que certains gagnaient en une semaine. Une musique de quatuor à cordes s'échappait du hall, et des photographes professionnels immortalisaient chaque arrivée pour l'album de mariage de New York. Le poste de sécurité apparut au coin de la rue, tenu par un agent poli mais professionnel, muni d'une liste d'invités sur iPad. « Bonjour, monsieur. »« Non, s'il vous plaît. » George Hartwell. Son doigt fit défiler l'écran, marqua une pause, puis refit défiler. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne vois pas ce nom sur notre liste. Il doit y avoir une erreur. Je suis le père de la mariée. » L'expression du garde s'adoucit, témoignant d'une sincère sympathie, mais son entraînement était évident. « Je comprends que ce soit difficile, monsieur, mais mes instructions sont très claires. Seuls les invités inscrits sur la liste d'attente peuvent entrer. » Autour de nous, d'autres invités franchissaient librement le poste de contrôle, leurs noms étant rapidement repérés et cochés. Quelques-uns se tournèrent pour fixer l'homme bien habillé qui se voyait refuser l'entrée, des murmures parcourant la foule. « Si vous appeliez l'organisatrice du mariage, peut-être, suggérai-je, conservant ma dignité. Je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. La cérémonie a déjà commencé. L'humiliation d'être refoulé en public m'a fait plus mal que prévu. J'étais dans mon élément, dans un hôtel où j'avais donné des centaines de milliers de dollars. On me refusait l'entrée au mariage de ma fille. Je m'écartai et sortis mon téléphone. J'appelai rapidement le numéro direct de Bill Patterson. « Bill, c'est George. Je suis dans votre hall et il semble y avoir un malentendu concernant mon accès au mariage de Morrison Hartwell. Accordez-moi 30 secondes. » Fidèle à sa parole, Bill apparut presque immédiatement, traversant le hall avec l'empressement mesuré d'un cadre hôtelier chevronné, la cinquantaine, impeccablement vêtu, rayonnant de la compétence professionnelle qui a fait la légende de la place. « Monsieur Hartwell, je vous prie de m'excuser. Veuillez me suivre. » Il m'a conduit à l'écart du flux principal des clients par un couloir de service discret, réservé au personnel de l'hôtel. La transition entre le luxe public et l'efficacité opérationnelle s'est faite en douceur. Les sols en marbre ont cédé la place à une moquette pratique, les lustres en cristal ont été remplacés par un éclairage fonctionnel. « Je comprends que la situation familiale soit délicate, » murmura Bill tandis que nous marchions. « Nous vous ferons entrer sans complication. » Le parcours de service nous a conduits à travers le cœur animé de la place, devant la cuisine commerciale où le personnel en uniforme blanc préparait le dîner pour 200 invités. J'ai aperçu le gâteau de mariage, un chef-d'œuvre à 4 étages qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Le personnel de cuisine avançait avec une efficacité éprouvée, certains jetant un coup d'œil curieux à l'homme manifestement riche qu'on escortait à travers leur domaine. La présence de Bill a légitimé mon passage, et plusieurs ont hoché la tête respectueusement à notre passage. La cérémonie devrait bientôt se terminer, expliqua Bill à voix basse. Je vous place près de l'entrée de service de la grande salle de bal. Vous aurez une vue dégagée, mais vous pourrez sortir rapidement si nécessaire. Nous avons atteint une porte discrète indiquant « service de salle de bal ». La main de Bill s'arrêta sur la poignée.
Monsieur Hartwell, êtes-vous sûr de cette approche? Je pourrais organiser une rencontre plus conventionnelle avec votre fille après la cérémonie. J'ai essayé le conventionnel, Bill. C'est ma dernière chance de vérifier si j'avais raison dans son choix. Il hocha la tête avec compréhension et ouvrit la porte. La majestueuse salle de bal me coupa le souffle. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaleureuse sur 200 invités en tenue élégante, des compositions florales élaborées valaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens, et un orchestre accompagnait la cérémonie de mariage de New York sur un air classique. Et elle était là, Nancy, radieuse dans sa robe de mariée, debout aux côtés de Rick devant un autel décoré de roses blanches et de gypsophiles. Même de ma position à la périphérie de la salle de bal, je pouvais voir son bonheur, la joie qui la faisait presque rayonner. L'efficace parlait. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Rick souleva le voile de New York et l'embrassa avec une passion théâtrale, manifestement en train de se produire devant le public. Des applaudissements fusèrent dans la salle de bal lorsque ma fille devint officiellement Madame Nancy Morrison. Je suis resté en retrait de la foule, partiellement dissimulé par l'entrée du couloir de service, observant le début de la récession. Les invités ont commencé à se tourner et à se mêler. Le champagne a fait son apparition sur des plateaux d'argent, et les félicitations ont afflué. Rick, savourant l'attention, a commencé à scruter la foule avec une satisfaction évidente. Son moment de triomphe, son ascension sociale réussie, validée par une salle de bal remplie de témoins. C'est alors que son regard croisa le mien. La reconnaissance le frappa comme un coup de poing. Son sourire confiant s'effaça, remplacé par la confusion, puis par une compréhension naissante. Le pauvre plombier qui l'avait humilié 3 semaines plus tôt se tenait devant lui, vêtu d'un costume à $5000, appartenant clairement à ce monde de richesse et de privilèges. Nos regards se croisèrent de l'autre côté de la salle de bal, et je vis le moment précis où Rick Morrison réalisa qu'il avait commis une terrible erreur. La démarche assurée de Rick sur la piste de danse trancha les bavardages de l'apéritif comme une lame de rasoir. Son smoking était impeccablement ajusté, son sourire carnassier, et son regard rivé sur le mien avec une fureur grandissante. Autour de nous, les invités sirotaient du champagne et admiraient les lustres en cristal de la place, inconscients du drame qui allait se jouer. « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» La voix de Rick était suffisamment venimeuse pour couper court aux conversations dans un rayon de 3 mètres. Je restais parfaitement immobile, les mains jointes dans le dos, le regardant approcher. Le costume Armani était comme une armure. L'agent Philippe a été illuminé d'en haut, et pour la première fois depuis des semaines, j'étais complètement moi-même. Je crois que c'est le mariage de ma fille. Ma voix était calme, mesurée, avec l'autorité de quelqu'un habitué à être entendu. Votre fille vous a explicitement interdit de venir. Sécurité. Rick s'est retourné pour demander de l'aide. Cet homme est en train de pénétrer dans une propriété. Un petit attroupement s'est formé autour de nous. Les invités, verre à la main, ont détourné leur attention des banalités pour se concentrer sur le spectacle qui se déroulait. Je reconnais ce genre de personnes, l'élite fortunée de New York, des gens qui se nourrissaient de drame et de positionnement social. Messieurs, s'il vous plaît, a murmuré une femme en perles, les yeux brillants d'impatience. La voix de Rick a monté d'une octave. Voici le père de New York, le plombier dont je vous ai parlé. Il a été banni de ce mariage et il fait un scandale. La foule s'est rapprochée, les smartphones émergeant des pochettes de créateurs et des poches de smoking. À l'ère des réseaux sociaux, toute confrontation publique était un divertissement potentiel. Juste de l'aide, en fait, Rick a continué à prendre confiance en lui auprès du public. Certaines personnes ne connaissent pas les limites. C'est alors que Michael Steinberg laissa tomber sa coupe de champagne. Le cristal se brisa sur le sol en marbre dans un bruit qui coupa le brouhaha de la salle de bal. Michael, un éminent investisseur technologique d'une 50aine d'années, resta figé, la main toujours tendue, me fixant d'un air de reconnaissance. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, puis plus fort. « George Harrison de New York. » Rick se tourna vers la voix, la confusion remplaçant l'agressivité. « Quoi ?» Michael sortit son téléphone, les doigts tremblants, faisant défiler rapidement les pages. Magazine Forbes, visionnaire technologique de l'année. George Harrison, fondateur et PDG de Neurokai, fortune de 2,3 milliards de dollars. Le murmure de la foule s'intensifia. D'autres téléphones apparurent, les écrans s'illuminant tandis que les invités commençaient leurs propres recherches. C'est impossible, balbutia Rick, le visage décoloré. Il est plombier. Il conduit une Toyota cabossée. Il vit à Brooklyn. J'ai terminé tranquillement dans un Pantouse qui surplombe le pont que j'ai traversé pour visiter la maison de ta famille il y a 3 semaines. Le verre de champagne cassé a crissé sous la chaussure de Michael lorsqu'il s'est approché. L'écran de son téléphone affichait ma photo de couverture de Forbes. Le pionnier de l'intelligence artificielle. L'homme qui a révolutionné l'analyse prédictive. Bon sang, tu es vraiment là.
La bouche de Rick s'est ouverte et fermée sans bruit autour de nous. Les résultats de recherche se sont répandus comme une traînée de poudre. Les invités se sont montrés des écrans, des confirmations chuchotées, des vidéos enregistrées. L'élégante réception de mariage était en train de se transformer. Je ne sais pas, c'est impossible. La main de Rick tremblait lorsqu'il m'a pris le bras. S'il vous plaît, monsieur Harrison. Il y a eu un terrible malentendu. J'ai reculé d'un pas, gardant ma dignité, tandis que son désespoir devenait évident pour tous ceux qui regardaient. Pas de malentendu, Rick. Tu m'as montré exactement qui tu es. La seule question maintenant est de savoir si Nancy le voit aussi. L'attention de la foule était devenue si intense que les autres invités abandonnaient leur conversation pour voir ce qui se passait. Même le quatuor à cordes avait adouci son jeu, sentant le changement d'énergie dans la salle. Rick tomba à genoux sur le sol en marbre, entouré d'éclats de verre de la flûte de champagne de Michael comme des étoiles filantes. « S'il vous plaît » supplia-t-il d'une voix brisée. Je l'ignorais. Si j'avais su qui vous étiez, si vous aviez su que j'étais riche, vous m'auriez traité avec respect. Ma voix résonna dans la salle de bal, claire et définitive. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vous. De l'autre côté de la salle, j'aperçus Nancy se tourner vers le tumulte, sa robe de mariée flottant derrière elle tandis qu'elle s'avançait dans la foule. La tablette de Michael Steinberg brillait tandis qu'il la tenait haut, l'article de Forbes bien visible. Ma photo me fixait sur l'écran. Sûr de moi, accompli, l'homme que j'étais réellement plutôt que le costume que j'avais porté à leur dîner. Regardez ça, lança Michael à la foule grandissante. George Harrison, fondateur de Neuroc, le visionnaire de l'IA qui a révolutionné l'analyse prédictive. Fortune de 2,3 milliards. Des téléphones surgirent de toutes parts. Les recherches Google se multiplièrent dans la salle de bal tandis que les invités vérifiaient les découvertes de Michael. Le murmure discret des investigations s'amplifiait à chaque confirmation. Voici un autre article. Une femme en diamant annonça, lisant sur son écran. La fondation caritative de Harrison fait don de 50 millions de dollars par an à des initiatives éducatives. Et celle-ci, ajouta un homme en smoking coûteux. L'action Neuroc atteint des sommets historiques sous la direction de Harrison. Rick resta à genoux, entouré de verres brisés, son visage oscillant entre déni, choc et horreur grandissante. Le mariage parfait qu'il avait orchestré s'effondrait en temps réel. C'est impossible, murmura-t-il, bien que sa voix résonnât dans le silence soudain. Tu portais un costume Target. Tu conduisais une voiture cabossée. Tu as dit que tu étais plombier. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre, Rick. Tu l'as supposé à cause de mon apparence. J'ajustais mon PC Philippe. Le geste, inconscient, fut remarqué par plusieurs invités. Tu m'as traité avec mépris parce que tu pensais que je ne pouvais pas t'aider dans ta carrière. La foule se rapprocha, les smartphones enregistrant chaque mot. À l'ère du numérique, l'humiliation pouvait devenir virale instantanément, et la réputation professionnelle de Rick s'effondrait à chaque seconde qui passait. S'il vous plaît, Rick se releva précipitamment, cherchant désespérément mes mains. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Si j'avais su, vous m'auriez embrassé les pieds. Je reculai, évitant son emprise. Comme vous le faites maintenant. Marie et Tom Morrison apparurent au bord de la foule, le visage pâle, conscients de l'ampleur du désastre. Leur fils n'était pas seulement embarrassé. Il était détruit professionnellement et socialement. On ne savait pas, murmura Marie à qui voulait l'entendre. On ignorait qui il était. Mais les dégâts dépassaient les limites de leur famille. Les invités partageaient les vidéos sur les réseaux sociaux, taguaient leurs contacts professionnels, propageaient l'histoire sur leur réseau. Le comportement de Rick n'était pas seulement observé. Il était documenté et diffusé. 2,3 milliards, répéta quelqu'un dans la foule, et ils le traitèrent comme un aide. Au mariage de sa propre fille, une autre voix s'éleva avec dégoût. Rick essaya une fois de plus de m'attraper par le bras, son désespoir étant évident pour tous les spectateurs. Monsieur Harrison, s'il vous plaît. J'aime Nancy. Je ne lui ferai jamais de mal. Tout cela n'était qu'un malentendu. Non, Rick. Ma voix était basse, mais portait parfaitement dans le silence de la salle de bal. C'était un test de personnalité, et vous avez échoué. La dynamique sociale de la salle avait complètement changé. Les invités qui, quelques instants auparavant, savouraient champagne et bavardaient, assistaient maintenant à une leçon magistrale de justice sociale. L'homme qui jugeait les autres sur leur apparence était jugé sur ses actes. Quelqu'un arrive, annonça un invité au fond. À travers la foule, je vis Nancy s'approcher, sa robe de mariée traînant derrière elle, tandis qu'elle se faufilait d'un pas décidé parmi les invités qui s'en allaient. Son visage exprimait d'abord la confusion, puis une reconnaissance grandissante lorsqu'elle me vit debout au milieu de l'agitation. « Papa !» Sa voix transperça le brouhaha de la salle de bal comme un couteau dans la soie. La foule se tut complètement. Même le quatuor à cordes cessa de jouer, sentant qu'un événement capital allait se produire.
Nancy se tenait au bord du cercle, admirant la scène. Son nouveau mari à genoux, des éclats de verre éparpillés autour de lui, des invités tenant des téléphones affichant mon profil Forbes, et moi debout calmement au centre de tout cela. « Papa, que fais-tu ici ?» Sa voix était faible, confuse, mais sans colère. Je regardais ma fille, magnifique dans sa robe de mariée, radieuse malgré le chaos qui l'entourait, et je sentis mon cœur se briser et guérir simultanément. « Je suis venu voir ma fille se marier, dis-je simplement, même si elle ne voulait pas de moi ici. » Les yeux de New York se remplirent de larmes, tandis que la compréhension se lisait sur son visage. L'élégante robe de mariée, la coupe de champagne brisée aux pieds de Rick, la foule d'invités tenant des téléphones affichant mon profil Forbes. Tout s'est mis en place. « Tu n'es pas plombier, murmura-t-elle. « Je ne l'ai jamais été, mon chéri. Je voulais juste voir quel genre d'homme tu épousais. » Le silence retomba dans la salle de bal, à l'exception du léger bruissement de la robe de New York alors qu'elle s'approchait de moi. Chaque pas creusait une distance entre elle et Rick, qui restait figé dans son humiliation. « Je suis tellement désolé, papa. » Les mots sortirent précipitamment. J'aurais dû écouter. J'aurais dû me fier à ton jugement. Mes bras s'ouvrirent automatiquement lorsqu'elle me rejoignit, et soudain, je me retrouvai à nouveau avec ma fille dans mes bras. Robe de mariée et tout. Le tissu coûteux se serrait entre nous, mais ni l'une ni l'autre ne s'en souciait. « Je t'aime, murmurai-je dans ses cheveux. C'est tout ce qui compte. » La foule autour de nous sembla exhaler collectivement, certains essuyant des larmes lors des retrouvailles père-fille. Les téléphones passèrent de l'enregistrement de la confrontation à celui de la réconciliation. Au bout d'un moment, je reculai doucement et regardai vers l'orchestre. « Puis-je emprunter votre micro ?» Le chef d'orchestre, sentant l'importance du moment, me tendit rapidement le micro sans fil. « Mesdames et messieurs, commençai-je, ma voix résonnant à travers la salle de bal. Je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce jour important avec ma fille Nancy. Malgré quelques complications, c'est son mariage, et elle mérite de le célébrer. » Des applaudissements fusèrent dans la foule. Nancy me serra la main, les larmes coulant encore, mais le sourire radieux. « Je veux aussi établir de nouvelles règles familiales. » Je regardai Rick droit dans les yeux, qui avait enfin réussi à se lever. Nancy a choisi d'épouser Rick Morrison, et je respecte cette décision. Cependant, M. Morrison et moi maintiendrons désormais une relation strictement professionnelle. Rick hocha la tête avec frénésie, comprenant qu'on lui offrait la survie plutôt que le pardon. Nancy sera toujours la bienvenue chez moi. Son mari sera toléré si nécessaire, mais seulement parce que Nancy l'aime. Je marquai une pause, laissant le message pénétrer. Sommes-nous bien d'accord ? Oui, monsieur. Réussit à dire Rick, sa voix à peine audible. Je rendis le micro au chef d'orchestre et me tournai vers Nancy. Maintenant, veux-tu m'honorer d'une danse ? J'en serais ravi, papa. Alors que nous nous dirigions vers la piste de danse, la foule commença à se disperser, les conversations reprenant avec une énergie nouvelle. La révélation avait fourni matière à ragot pendant des mois, mais la résolution gracieuse satisfaisait leur sens de la justice. L'orchestre entonna une valse, et je guidai Nancy dans les pas que nous avions répétés quand elle avait 12 ans et qu'elle croyait encore que son père était l'homme le plus intelligent du monde. « J'ai vraiment fait une bêtise, hein ?» dit-elle doucement. « Tu es tombé amoureux ? Ce n'est pas une erreur. » Je la fis doucement tourner, sa robe créant un cercle parfait autour de nous. « Mais peut-être que la prochaine fois, fie-toi à ton instinct de père. » « Il n'y aura pas de prochaine fois, » dit-elle en riant à travers ses larmes. « Je suis marié maintenant. »« Oui, tu le es. Et malgré tout, j'espère que tu seras heureux. » Du coin de l'œil, je voyais Rick nous observer depuis la ligne de touche. Ses parents ? À côté de lui, l'air sous le choc. L'ascension sociale de la famille Morrison avait connu un échec retentissant, mais il survivrait. Rick resterait marié à Nancy, mais dans des conditions qu'il n'aurait jamais imaginées. « Le laisseras-tu vraiment venir au dîner de famille ?» demanda Nancy. « Si tu le veux, oui, mais il s'assiera à la table des enfants. » Le rire de New York emplit la salle de bal d'une joie pure. Autour de nous, les invités reprirent la fête, mais avec une nouvelle appréciation du drame dont ils avaient été témoins. Les publications sur les réseaux sociaux diffusaient déjà l'histoire, mais elles mettaient désormais l'accent sur la réconciliation réconfortante plutôt que sur la simple humiliation. L'Hôtel Plaza avait vu d'innombrables mariages, mais celui-ci resterait dans les mémoires. L'amour d'un père, une épreuve de caractère et une démonstration publique que la vraie classe sociale n'avait rien à voir avec le solde de son compte en banque. À la fin de la chanson, j'embrassai le front de New York et souris. « Bienvenue dans la vie conjugale, ma chérie. N'oublie pas, s'il te traite mal un jour, tu sais où me trouver. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Maintenant, profitez de votre réception. Vous n'aurez qu'un seul jour de mariage. » Elle retourna auprès de son nouveau mari, qui lui prit la main avec un soulagement et une gratitude évidents. La célébration continua,
Mais le rapport de force avait définitivement changé. Élisabeth aurait été fière. Si vous avez aimé cette histoire, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci de votre attention.